La nuit, dans les quartiers de la capitale, les dénonciations s'entendent mieux à travers les murs fins. Un vent froid souffle depuis la mer de marbre sur Constantinople endormie. Les gardes frappent la pierre avec leurs lances pour ne pas s'endormir. Et dans l'une des maisons du quartier des fonctionnaires, à la faible lueur d'une lampe, le tabellion relit à voix basse la vie d'un autre. Sur la table devant lui se trouve une tablette de cire, sur laquelle sont inscrites d'une main prudente les accusations portées contre une femme adulte, l'épouse d'un dignitaire de la cour. La dénonciation indique que son comportement est indécent, que des hommes étrangers se présentent à la maison, qu'elle a été vue sans le voile réglementaire. Au bas du document figure le nom d'un peintre d'icônes qui a récemment perdu un litige concernant le paiement de son travail dans cette même maison. Une odeur de cire et d'huile rance flotte dans l'air. Et à ce moment précis, naît non seulement une plainte morale, mais aussi une affaire judiciaire dans laquelle le corps de la femme sera couvert par les clauses du contrat de mariage et les articles du Code impérial. Bonjour à tous ceux qui écoutent cette analyse. Écrivez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo et ce que vous avez entendu sur la débauche de la cour byzantine et la prétendue vulnérabilité totale des femmes face aux rumeurs. Je vous souhaite une écoute sereine mais attentive, car nous allons maintenant parler de la manière dont, dans un empire où l'on pouvait être aveuglé pour rébellion et avoir le nez coupé pour complot, le contrat de mariage devenait un bouclier et l'églogue séparait la chair et le droit, empêchant ainsi la délation de briser définitivement la vie d'une femme adulte. Pour comprendre cela, il faut sortir du mythe du palais byzantin, comme d'un masque festif continu, où tout le monde couche avec tout le monde, et où les intrigues se règlent à voix basse dans les couloirs. La véritable Constantinople de l'époque de l'empereur Léon III et de ses successeurs n'est pas seulement un palais et des cérémonies. C'était une ville dense, remplie de maisons surpeuplées, d'ateliers d'artisans, de monastères, de boutiques et de casernes. Le matin, les rues étroites étaient encombrées d'artisans, de porteurs, de marchands, de fonctionnaires et de paysans venus des terres environnantes. Le long des murs sont accrochées des icônes et des fresques, dont beaucoup seront bientôt victimes de la politique iconoclaste. Le soir, dans ces mêmes maisons, derrière des portes closes, on ne lit pas à haute voix les saints-pères, mais des contrats de mariage, des inventaires de dot, des testaments. La vie quotidienne de l'Empire repose autant sur le papier et la cire que sur les prières. Au 8e siècle, après la longue ombre de Justinien, le droit impérial commence à changer de forme. La codification, connue sous le nom de éclogue, est créée à l'initiative de l'empereur Léon III Isaurien et de son fils Constantin, afin d'adapter l'ancien corpus de lois à la nouvelle réalité politique et religieuse. Officiellement,
Il s'agit d'une sélection des meilleures lois, d'une tentative de rendre le droit plus humain et plus conforme à l'enseignement chrétien. Dans la pratique, cela signifie que certains crimes ne sont plus punis de la peine de mort, mais que des mutilations systématiques apparaissent, coupure du nez, des mains, marquage au fer rouge du visage. Ces mêmes pages contiennent des règles sur le mariage, le divorce, la dot et la diffamation. Là où le mythe dépeint une cour dissolue, les documents montrent une préoccupation méticuleuse pour savoir qui doit rembourser quoi et combien à qui si la vie familiale s'effondre. Le mariage dans un tel empire n'est pas seulement un sacrement sanctifié par la liturgie, mais aussi un contrat civil rigoureux. Pour les classes urbaines, sans acte notarié, l'union est considérée comme incomplète. Avant le mariage, les familles se mettent d'accord sur la dot, combien d'argent, de tissus, de bijoux, de biens la femme apporte, quelle partie des biens le mari s'engage à allouer, ce qu'il adviendra de ces biens en cas de divorce ou de décès de l'un des conjoints. Tout cela est consigné dans un document qui est conservé non seulement à la maison, mais aussi chez le tabellion ou aux archives municipales. Ainsi, le corps de la femme, sa réputation et son avenir sont liés à quelques lignes de texte, à la signature de témoins, au sceau d'un petit homme dont personne ne se souviendra du nom. Le éclogue intervient dans ce système en précisant les motifs de divorce considérés comme valables et ceux qui ne le sont pas. Elle énumère les cas d'adultère, de violence, de tentative de meurtre, d'abandon prolongé de la famille, de maladies graves. Pour chacun de ces points, les conséquences sont précisées. Qui perd le droit à la dot, qui est tenu de subvenir aux besoins de l'ancien partenaire, à qui reviennent les enfants et les biens. Il est important de noter que dans ce code, la femme ne disparaît pas derrière son mari. Dans certains cas, elle se voit reconnaître explicitement le droit au divorce et à la conservation de ses biens si son mari est coupable d'une violation grave de ses obligations conjugales. À une époque où la violence physique reste une réalité quotidienne, il ne s'agit pas d'un geste de miséricorde, mais d'une tentative de stabiliser la société grâce à des règles prévisibles. C'est dans ce contexte austère qu'apparaissent des dénonciations telles que celle qui se trouve sur le bureau du tabellion dans notre épisode. L'iconographe qui travaillait chez le dignitaire a récemment perdu un litige concernant sa rémunération. Dans un contexte d'iconoclasme, sa situation est déjà précaire. Une partie des commandes disparaît. Les anciennes icônes sont détruites ou recouvertes. Les ateliers monastiques sont privés de leur statut. Il affirme dans sa plainte que la femme du fonctionnaire se comporte de manière indécente, que des personnes de son entourage lui rendent visite et qu'elle enfreint les convenances. Il espère que cette accusation portera atteinte à la réputation de la famille et obligera le mari à revoir le litige patrimonial. Dans un monde où l'honneur d'une femme est lié à sa capacité à conserver sa dot,
et le statut de sa maison. Une telle calomnie transforme les rumeurs en un outil juridique potentiel. Mais dans la réalité byzantine, la rumeur en soi ne suffit pas. La machine impériale a l'habitude de formaliser même les accusations morales par écrit. Pour qu'une plainte soit prise en compte, elle doit être déposée au bureau compétent, enregistrée et parfois soumise à des frais. Des témoins apparaissent qui confirment ou infirment sous serment ce qu'ils ont entendu. Le juge, souvent un fonctionnaire laïque ayant une formation juridique, compare le récit avec la lettre éclogues. S'il s'agit d'adultère, il recherche l'article correspondant, vérifie si les éléments constitutifs du délit y sont mentionnés, si des preuves directes sont nécessaires, s'il y a des motifs de priver la femme de sa dot. Ainsi, l'accusation physique, allusion à l'indécence, se heurte à une procédure froide. Cela n'empêche pas la cruauté. Dans la même églogue, les punitions pour adultère sont décrites, où la peine de mort est remplacée par des mutilations corporelles, l'exil et la confiscation des biens. Les mesures peuvent varier selon le sexe et le corps, en tant que vecteur de honte, reste l'objet central de la punition. Mais à côté de ces articles, il existe également des dispositions relatives à la diffamation. Une fausse dénonciation, surtout si elle concerne la moralité et peut détruire le foyer d'autrui, est considérée comme un crime grave. Le coupable encourt non seulement une amende, mais aussi des châtiments corporels et l'apposition d'une marque d'infamie. Le droit reconnaît que les mots contenus dans une dénonciation peuvent blesser aussi profondément qu'un couteau, et tente d'offrir une protection minimale là où les rumeurs peuvent facilement se transformer en armes. Dans la pratique, tout dépend du poids social des parties. Le fonctionnaire, époux de la femme accusée, n'est pas un homme pauvre. Il est lié à l'administration du palais, participe peut-être à la collecte des impôts ou à l'approvisionnement de l'armée, travaille avec des assignations et des entrepôts publics. Il a accès aux juristes impériaux, à ses connaissances dans les chancelleries, à ses parents parmi le clergé. L'iconographe est beaucoup plus vulnérable. Son atelier dépend des commandes, des caprices des clients et de la politique religieuse impériale. C'est précisément pour cette raison qu'il lui semble avantageux de frapper là où l'État promet d'être sévère. Le comportement indécent d'une femme. Il mise sur la honte et la peur morale, sur le fait que la famille du dignitaire préférera payer et étouffer l'affaire plutôt que de la régler publiquement. Cependant, l'éclogue n'est pas seulement un code de morale punitive, mais aussi un filtre bureaucratique. La plainte de l'iconographe ne se trouve pas dans le vide, mais à côté du contrat de mariage de ce couple. Le contrat énumère les sommes apportées par la femme, les biens que le mari s'est engagé à lui attribuer, les conditions dans lesquelles la dot sera restituée à la maison de ses parents.
Il mentionne également les témoins, parmi lesquels peuvent figurer des personnes appartenant au cercle du même fonctionnaire. Ce document ne se trouve pas dans le coffret d'une femme épuisée, mais entre les mains d'un notaire et dans les bureaux de la mairie. Lorsque l'affaire est portée devant le juge, celui-ci doit tenir compte non seulement des rumeurs, mais aussi du contrat existant. C'est là que le mythe d'une cour de débauche permanente commence à s'effriter. Dans l'imaginaire populaire, la cour byzantine est une succession infinie d'intrigues amoureuses, de poisons dans les coupes et de relations secrètes dans les couloirs du palais. Les chroniques écrites par les détracteurs de l'Empire soulignent volontiers les histoires les plus sordides, transformant certains souverains et leurs épouses en symboles de la décadence. Mais à côté de ces textes, il existe des chartes, des recueils de lois, des contrats de mariage, des décisions de justice, où cette même cour apparaît comme une machine, occupée avant tout à la répartition des terres, de l'argent et des fonctions. Dans ces documents, l'honneur féminin apparaît non seulement comme un sujet de sermon, mais aussi comme une catégorie juridique liée à la dot, à l'héritage et à la possibilité de conclure de nouvelles alliances. L'iconographe de notre épisode ne lit peut-être pas lui-même l'éclogue, mais il vit dans le monde qu'elle a façonné. Il comprend qu'une accusation d'indécence peut officiellement devenir un motif de divorce, priver une femme de sa dot et porter atteinte à sa famille. Il compte exploiter la crainte de ce scénario. Mais dès que la dénonciation est déposée sur le bureau du juge, l'affaire ne lui appartient plus. La bureaucratie impériale commence à comparer ses propos avec les formules de la loi et les clauses du contrat. Le juge s'enquiert non seulement du comportement de la femme, mais aussi de l'existence d'autres litiges entre les parties, et cherche à savoir si la dénonciation est liée à de l'argent et à une rémunération impayée. Ainsi, étape par étape, un conflit tendu se développe dans lequel l'accusation physique se heurte au texte. Dans la suite de l'histoire, il deviendra évident que, sous le masque du souci de la morale, se cache un litige patrimonial, et que dans l'ombre des icônes et des défilés se cache un droit codifié qui peut parfois repousser la main levée sur une femme sous prétexte de souci de sa pureté. Pour l'instant, il est important de voir les éléments de départ. La ville où la dénonciation est transformée en tablette de cire. Le recueil impérial églogue, où se côtoient des articles sur l'adultère et la calomnie, le contrat de mariage, qui s'avère soudain être le centre de gravité de toute l'affaire. C'est cette combinaison entre le mythe de la débauche et le document du contrat qui déterminera le sort de l'épouse, du dignitaire et de sa dot. La dénonciation commence alors à vivre sa propre vie. Ce que l'iconographe murmurait à ses apprentis se transforme en une ligne dans le registre. La plainte concernant le comportement indécent de l'épouse du fonctionnaire arrive au bureau. Elle est recopiée sur du parchemin
et inscrite dans les registres. Dans la maison du dignitaire, on vérifie les coffres et les liasses de documents. On sort le contrat de mariage, les inventaires de la dot, les anciens reçus. Les proches de la femme ne se fient pas aux rumeurs, mais aux formulations. Dans quelles conditions peut-elle perdre ses biens? Quels sont les motifs de divorce reconnus? Qu'est-ce qui est considéré comme un adultère avéré et qu'est-ce qui n'est que calomnie? La salle d'audience où l'affaire est jugée ressemble davantage à un entrepôt de biographies humaines qu'à une salle de cérémonie. Sur les tables du juge et des greffiers se trouvent des recueils de modèles de plaintes, des cahiers de formules, des recueils de lois, dont l'éclogue. Il y est déjà stipulé que le mariage est un fait juridique et pas seulement un sacrement, qu'il existe une liste de motifs valables pour le dissoudre et des conséquences claires, qui perd sa dot, qui est tenu de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, qui est responsable des biens. On y trouve également des articles sur la calomnie, particulièrement dangereuse lorsqu'elle détruit un foyer et prive une femme de son bouclier économique. En déposant plainte, l'icône peintre tente d'utiliser le langage de la morale comme moyen de pression. Il décrit des rencontres, fait allusion à des visites d'hommes étrangers, souligne qu'il a vu la maîtresse de maison dans des situations que la société considère comme suspectes. Derrière cela, il n'y a pas le souci de la pureté des mœurs, mais une défaite très concrète. Un différend sur le paiement d'un travail, une commande perdue, la peur de se retrouver sans argent en période d'instabilité. Dans un contexte où la politique d'iconoclasme a déjà sapé une partie de ses commandes, il considère la maison du dignitaire comme une source de revenus et tente de frapper là où cela fait le plus mal, la réputation de sa femme. Mais pour le juge, ce n'est pas seulement le contexte émotionnel qui importe, mais aussi la source du profit. Dans la pratique byzantine, on connaît bien la valeur des dénonciations. L'Empire est habitué aux plaintes pour hérésie et complot, qui cachent le plus souvent des intérêts patrimoniaux. C'est pourquoi les plaintes de l'iconographe sont vérifiées pour voir si elles ont un lien avec l'argent. Il s'avère que peu avant la dénonciation, il s'était déjà disputé avec cette maison au sujet du paiement, et que le refus de se plier à ses exigences avait précédé un souci soudain de moralité. Le contrat de mariage présenté par la famille de la femme montre que la privation de la dot n'est possible qu'en cas de violation grave, clairement prouvée, et non sur la base d'un seul témoignage hostile. Les témoins cités par l'iconographe ne sont plus interrogés en tant qu'auditeurs occasionnels, mais en tant que participants à la procédure. Certains avouent honnêtement qu'ils ne connaissaient que le récit de ces plaintes. D'autres se réfèrent à des conversations générales dans le quartier. Il y a peu ou pas d'observation directe de ce qui peut être qualifié d'adultère au sens de l'article. Cela est consigné dans le procès-verbal. La dénonciation, conçue comme un coup dur, commence à ressembler à une tentative de manipulation du tribunal. À partir de ce moment, une autre partie de l'églogue entre en jeu.
les normes relatives à la calomnie et aux fausses accusations, en particulier lorsqu'elles visent à détruire le contrat de mariage et à s'approprier des biens. Pour autant, la menace qui pèse sur la femme ne disparaît pas. Même si le tribunal ne la prive pas de sa dot, le simple fait qu'une enquête ait été menée laisse des traces. Dans la société byzantine très fermée, toute mention dans le registre judiciaire peut ressurgir plus tard dans un autre litige ou une autre intrigue. Son nom est désormais associé dans les archives à une affaire de indécence, ce qui crée un risque à long terme. C'est précisément pour cette raison que la famille s'en tient au contrat et à la lettre de la loi. Seule la reconnaissance publique de la calomnie et la confirmation de la conservation de la dot lui donnent une chance de conserver sa position. La confrontation entre l'iconographe et le fonctionnaire révèle progressivement deux instruments de pouvoir différents. L'artisan s'appuie sur la rumeur, la peur morale et la vulnérabilité de la réputation féminine. Le fonctionnaire s'appuie sur le code, le contrat de mariage, un mécanisme initialement créé comme un outil de contrôle impérial, mais qui, dans cette situation particulière, fonctionne comme une protection. Le éclogue, conçu comme une sélection des normes les meilleures et les plus chrétiennes, se trouve entre les deux comme un texte lourd qui empêche de transformer le corps féminin en cible libre du délateur, tant que les conditions de la procédure ne sont pas remplies. À la fin de cette étape, il devient clair que sans le lien entre le mythe de la débauche à la cour et l'article sur la diffamation et les contrats, l'affaire se serait depuis longtemps soldée par la destruction du mariage et la perte de la dot. Le juge doit maintenant décider jusqu'où il est prêt à aller dans le respect de la lettre de la loi, contre l'habitude de punir sur la base d'une seule accusation. Le juge doit prendre sa décision non pas dans le vide, mais au sein d'une ville qui respire la suspicion. Dans les quartiers, on discute non seulement des prix du blé et des rumeurs de nouvelles campagnes militaires, mais aussi de l'évolution de l'attitude des autorités à l'égard des images, du mariage et des litiges patrimoniaux. La politique iconoclaste des empereurs rend vulnérable toute personne qui travaille avec des images. Hier, l'iconographe était considéré comme un artisan pieux. Aujourd'hui, il est facile de le qualifier de suspect, trop attaché aux images matérielles, trop lié au cercle monastique. Le fonctionnaire le comprend et en tire parti. Dans son entourage, on commence à laisser entendre prudemment que le maître mécontent ne se contente pas de calomnier, mais qu'il vit lui-même à la limite de ce qui est permis. Ainsi, le langage moral par lequel l'iconographe voulait frapper la maison du dignitaire se retourne contre lui-même. À ce moment-là, la famille de la femme mise sur une transparence maximale. Ils ne la cachent pas, ne l'éliminent pas de l'espace public, mais au contraire, ils montrent ostensiblement qu'elle respecte les rituels, assiste aux offices et participe aux réceptions prévues.
Ce n'est pas un geste de confiance, mais un calcul. Moins il y a de motifs de suspicion, plus il sera difficile pour quiconque de confirmer les accusations. Entre-temps, sa dot reste inscrite dans les documents. Les proches continuent de rappeler au tribunal que la confiscation des biens n'est possible qu'en cas de violation avérée et non en cas de mauvaise réputation générale. Sentant que l'affaire lui échappe, l'iconographe tente de trouver le soutien du clergé. Il se plaint au prêtre que, selon lui, la maison du fonctionnaire ne vit pas de manière chrétienne. Il raconte avoir entendu des rires et des conversations qui, à son avis, sont inacceptables. Dans un climat de tension religieuse, il espère que des ecclésiastiques seront prêts à utiliser cette affaire comme exemple de débauche de la cour et à faire pression sur le tribunal par le biais de sermons et de relations personnelles. Mais une partie du clergé a déjà été échaudée par des dénonciations et comprend à quel point il est dangereux de lier sa réputation à une affaire où les preuves sont fragiles. Certains se contentent de donner des leçons de morale générale en chair, sans citer de nom et sans exercer sur l'iconographe la pression qu'il espérait. Pendant ce temps, le juge examine de manière de plus en plus insistante l'aspect patrimonial du litige. Il convoque des témoins pour le paiement du travail de l'iconographe, examine la quittance ou les accords verbaux qui ont été consignés lors de l'embauche. Il s'avère que le maître a bien exécuté la commande dans la maison du dignitaire, mais qu'une partie des travaux a été interrompue en raison d'un changement de ligne politique. Certaines images ont été jugées trop honorables pour les saints, trop matérielles, nécessitant d'être corrigées ou détruites. Le fonctionnaire a refusé de payer la totalité de la somme pour ce qui pouvait désormais devenir une source de problèmes théologiques. Le litige, qui avait initialement commencé comme un conflit autour de l'argent et du statut des images, s'est transformé en une préoccupation pour la moralité de l'épouse. Ce lien entre la dénonciation morale et la défaite économique est un élément clé. Pour le juge, élevé dans le texte des églogues et d'autres recueils juridiques, il devient évident qu'il est confronté à un cas typique de tentative d'utiliser le langage moral comme un bâton. Il voit que l'accusation n'est pas apparue d'elle-même et non pas au moment de la découverte de la faute présumée, mais immédiatement après l'échec des négociations sur le paiement. Cela lui rappelle d'autres affaires où des accusations d'hérésie ou de trahison sont soudainement apparues précisément là où une partie perdait de l'argent ou des terres. Le droit impérial, bien qu'il serve le pouvoir, contient néanmoins suffisamment de normes relatives aux abus pour lui donner un fondement. Dans la motivation de la décision qui commence à se former dans son esprit, plusieurs niveaux se mélangent. D'une part, il est tenu de protéger la morale publique, de ne pas donner l'impression que les riches et les proches de la cour peuvent enfreindre les normes en toute impunité. D'autre part, il comprend que la destruction d'un contrat de mariage sur la base d'une seule dénonciation douteuse
portera atteinte à l'ensemble du système. Si les femmes et leurs familles voient qu'il est possible de récupérer n'importe quelle dot grâce à une fausse plainte, elles commenceront à craindre de conclure des alliances avec des maisons sous surveillance étroite ou chercheront des moyens de contourner la loi. Cela ne convient ni à l'empereur ni à l'administration, qui compte sur la stabilité des cellules familiales comme fondement de la structure fiscale, militaire et sociale. Dans les archives de l'Empire, on trouve des décisions où les tribunaux ont clairement établi un lien entre la calomnie et les intérêts patrimoniaux. Dans de tels cas, les juges ne se contentaient pas d'acquitter les accusés, mais punissaient également les dénonciateurs par des amendes, des mutilations ou des exils. Cela n'a pas mis fin au climat général de suspicion, mais a créé des précédents. Le droit reconnaît que le langage moral peut être un instrument de violence. Dans l'affaire en question, cette logique devient une ressource salvatrice. Le juge note qu'il n'y a pas de preuve d'adultère au sens des articles de l'éclogue, que le comportement de la femme peut être interprété comme imprudent ou suscitant des rumeurs, mais pas comme un fait juridique détruisant le mariage. En revanche, il existe une ligne claire entre le refus de payer et la dénonciation. Cela permet d'utiliser pleinement les normes relatives à la diffamation. L'iconographe n'est plus considéré comme un défenseur des mœurs, mais comme une personne qui tente d'obtenir par voie judiciaire ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir par la négociation. Sa tentative de se cacher derrière une rhétorique religieuse et des phrases générales sur l'honneur commence à ressembler à un abus de justice. Pour le système byzantin, habitué aux dénonciations politiques, ce n'est pas une nouveauté, mais appliquer la même logique à un conflit matrimonial et patrimonial est une démarche qui montre à quel point le droit s'est immiscé dans la vie privée. Au niveau global, cela porte un coup au mythe habituel. Les observateurs extérieurs, les chroniqueurs tardifs et les détracteurs de l'Empire aiment le décrire comme un espace de débauche et de dépravation courante où les corps des gens, en particulier ceux des femmes, sont utilisés sans aucune protection et où les rumeurs décident de tout. Mais les procès-verbaux judiciaires et les textes de recueil tels que l'églogue démontrent autre chose. Des tentatives constantes d'inscrire même les histoires les plus sordides dans un cadre juridique. Le mariage est un contrat, la dot est une ressource légalement enregistrée, la calomnie n'est pas simplement un murmure, mais un délit passible de sanction. Dans notre affaire, c'est précisément cette enveloppe bureaucratique qui permet de commencer à renverser la situation. Il ne s'agit plus de savoir si la femme est pure, mais qui a utilisé son corps comme prétexte pour s'attaquer à ses biens et dans quel but. Ainsi, au conflit iconographe contre fonctionnaire s'ajoute un autre niveau. Le mythe de la débauche au palais contre le texte du contrat et la loi. Dans l'étape suivante, le tribunal reconnaîtra non seulement formellement l'absence de motifs
justifiant la privation de la dot de la femme, mais décidera également de la sévérité de la sanction à infliger pour diffamation. Cela déterminera non seulement le sort d'un artisan, mais aussi l'avenir de toute la ville. Le langage moral restera-t-il une arme libre contre ceux qui ont quelque chose à perdre? Ou le droit impérial, représenté par Ecloga, tentera-t-il tout de même de faire la distinction entre rumeurs et faits juridiques? La réponse à cette question ne se forme pas seulement dans l'esprit d'un seul juge. Elle est influencée par les murs de la ville, imprégnée du souvenir d'autres procès, d'autres dénonciations, d'autres destins. Constantinople connaît des cas où l'accusation d'hérésie ou de complot a commencé par une plainte similaire, enregistrée sur serre. Il sait à quelle vitesse le mécontentement d'un artisan ou d'un subordonné lésé pouvait se transformer en motif officiel de confiscation de biens. Mais dans les affaires de mariage et de dot, l'enjeu est particulièrement sensible. C'est là que se croisent l'honneur de la famille, les fondements économiques du foyer et la stabilité même de l'appareil qui collecte les impôts et recrute les soldats pour la guerre. Avant de rendre sa décision, le juge revient une fois de plus sur les documents. On lui apporte des informations supplémentaires sur les affaires passées de l'iconographe. Il s'avère qu'il a déjà eu des conflits avec des clients, qui se sont soldés dans un cas par une réconciliation et dans l'autre par un non-lieu. Cela ne le rend pas automatiquement coupable, mais dresse le portrait d'un homme habitué à utiliser les plaintes comme moyen de pression. D'autre part, le fonctionnaire faisait également l'objet de plaintes. Il était accusé d'une trop grande sévérité dans la perception des impôts, de détournement d'une partie des recettes et de protection de ses subordonnés. Aucune de ces affaires n'a donné lieu à des sanctions graves, mais le fait même montre que ce ne sont pas des notions abstraites de vertu et de vice qui sont jugées, mais deux acteurs bien réels du système, chacun avec son histoire d'abus et de compromis. La femme se retrouve entre eux comme une figurine sur un échiquier, mais liée à un document. Sa biographie dans le dossier se résume à quelques lignes. Son origine, le montant de sa dot, la date de son mariage, les noms des témoins du contrat, une brève description de ses tâches quotidiennes à la maison. Ni sentiment, ni sympathie, ni irritation, seulement des fonctions et des biens. Cette déshumanisation fait peur, mais c'est précisément elle qui, dans ce cas, se transforme en protection. La loi la considère comme un sujet de droits patrimoniaux et pas seulement comme la femme de quelqu'un, et ce statut austère, fixé dans le contrat, empêche le tribunal de l'écraser d'un trait de plume. Les rumeurs autour de l'affaire ne disparaissent pas pour autant. Dans le quartier où vit l'iconographe, on parle de son courage et du fait qu'il n'aurait pas eu peur de s'opposer à une maison débauchée. Dans l'entourage du fonctionnaire, on murmure que les artisans sont envieux et que n'importe qui peut désormais tenter de tirer sur les franges de la robe du pouvoir.
Ces conversations poussent les deux parties à faire des gestes démonstratifs. L'iconographe s'efforce de montrer sa piété, se rend plus souvent à l'Église, souligne son attachement à la ligne officielle de l'iconoclasme ou à ses adversaires, selon ce qui est le plus avantageux à un moment donné. Le fonctionnaire fait semblant de ne pas s'inquiéter, mais renforce en même temps ses liens dans les bureaux, rappelant à ses collègues toutes les responsabilités que sa maison assume. Lorsque le jour de l'annonce de la décision arrive enfin, la salle d'audience est bondée. Non seulement les parties directement concernées sont présentes, mais aussi ceux qui espèrent voir cette affaire créer un précédent. Les artisans veulent comprendre s'il est possible d'utiliser le langage de la moralité dans les conflits patrimoniaux. Les représentants des familles dont les filles se marient dans les milieux dirigeants et administratifs attendent une réponse à la question de savoir dans quelle mesure leurs investissements sont protégés. Plusieurs ecclésiastiques sont présents en tant qu'observateurs. Ils s'intéressent à la mesure dans laquelle le pouvoir séculier est prêt à prendre en compte les considérations morales lorsqu'il s'agit d'un contrat. Le juge lit la partie principale de la décision sans effet dramatique, d'une voix monotone et sèche. Le procès-verbal indique que les accusations portées par l'iconographe à l'encontre de la femme n'ont pas été suffisamment confirmées. Il est précisé que les témoins présentés se sont principalement référés à des conversations et à des rumeurs, et non à l'observation directe de faits relevant des articles de l'éclogue sur l'adultère. Il est souligné que des situations suspectes, interprétées à sa manière par l'accusateur, ne suffisent pas pour priver la femme de sa dot et déclarer le mariage nul. Dans un point distinct, le tribunal note le lien entre la dénonciation et le litige patrimonial. Le document indique que la plainte pour indécence a été déposée peu après que le fonctionnaire ait refusé de satisfaire les revendications du maître artisan concernant le paiement de son travail. Cela est interprété comme une tentative d'utiliser le tribunal et le langage moral pour obtenir un avantage personnel. Sur cette base, les dispositions de l'écloga relatives à la diffamation et à l'abus de droit sont appliquées à l'affaire. L'iconographe est condamné à une amende et privé d'une partie de ses droits civiques. La décision peut inclure l'interdiction d'exercer certaines activités, une restriction temporaire des droits ou la menace de châtiments corporels plus sévères en cas de récidive. Le texte n'entre pas dans les détails, mais souligne que les fausses accusations en matière de mariage et d'honneur constituent une infraction grave. Le plus important se trouve presque entre les lignes. Le tribunal confirme que le contrat de mariage reste en vigueur et que la dot de la femme lui appartient, ainsi qu'à sa famille. Cela signifie qu'aucun des points du contrat n'est considéré comme ayant été violé. La maison du fonctionnaire conserve sa structure. L'union est considérée comme valide et les biens sont protégés. Aux yeux des personnes
présente, cela sonne comme un signal. L'armure bureaucratique du contrat a résisté au choc. Dans cette logique, l'honneur féminin n'est pas une vertu abstraite, mais une catégorie juridique rattachée à une liste de tissus, de bijoux et de sommes d'argent. La réaction à cette décision est mitigée. Pour une partie des artisans, elle sonne comme une défaite du simple citoyen, une tentative des autorités de protéger les leurs. Ils y voient une nouvelle confirmation que la bureaucratie protège les fonctionnaires et leurs maisons. Mais d'autres y voient autre chose. Pour la première fois, la calomnie, sous couvert de soucis de moralité, a reçu une réponse claire. Il leur apparaît clairement que le tribunal peut, dans certaines conditions, voir derrière une phrase morale un calcul économique et punir celui qui l'a prononcé. Cela ne rend pas le système impérial juste, mais ajoute un niveau de prudence supplémentaire pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la calomnie comme une arme. Pour la famille de la femme, cette décision ne signifie pas non plus une victoire totale. Oui, la dot est conservée, le mariage est formellement protégé, mais l'ombre du procès demeure. Son nom figure dans le registre judiciaire à côté de la mention de l'affaire où le mot « indécence » a été prononcé. La société byzantine n'oublie pas instantanément de telles mentions. À l'avenir, si la maison est à nouveau impliquée dans un conflit, cette affaire pourra être rappelée comme argument, comme allusion, comme partie intégrante de la réputation établie. Mais le fait que la calomnie soit officiellement enregistrée comme telle lui donne la chance de continuer à vivre, non pas comme une exilée, mais comme l'épouse légitime d'un fonctionnaire jouissant d'un statut patrimonial intouchable. Pour l'iconographe, le verdict est un coup dur non seulement pour son portefeuille, mais aussi pour sa position sociale. Dans un contexte économique instable, une amende signifie facilement un endettement et la perte de son atelier. La restriction de ses droits ou le simple fait d'avoir été condamné pour calomnie le rend moins attrayant pour les clients. On commencera à le considérer comme une personne susceptible d'impliquer ses protecteurs dans des litiges désagréables. Dans une ville où la réputation est aussi importante que l'argent, une telle tâche peut s'avérer plus lourde qu'une punition corporelle. Dans un contexte politique plus large, cette affaire devient un exemple pratique pour la propagande impériale. Les cercles de la cour et une partie du clergé l'utilisent pour affirmer que la loi dans l'Empire protège prétendument le mariage et les femmes, que les fausses accusations ne restent pas impunies, que l'éclogue n'est pas seulement un ensemble de sanctions sévères, mais aussi un instrument de justice. Cependant, le fait que ce soit précisément les intérêts patrimoniaux et l'existence d'un contrat qui ait aidé la femme à survivre à cette épreuve est moins mis en avant dans les récits officiels. L'accent est mis sur la morale orthodoxe abstraite et l'image d'un jugement juste, alors qu'en réalité, c'est précisément le texte froid du contrat qui s'est avéré salvateur. C'est ainsi que se forme,
étape par étape, ce bouclier bureaucratique du contrat qui réfute le mythe populaire selon lequel la Cour serait un espace de débauche totale sans règles. L'exemple de cette histoire privée, sordide et douloureuse, montre que même là où les rumeurs corporelles circulent d'atelier en atelier, le coup final ou la défense ne viennent pas de la bouche des commères, mais des lignes tracées par la main du tabellion sous la protection de la loi impériale. Dans le dénouement final de cette histoire, il restera à voir comment le souvenir de cette affaire se reflètera dans les conversations urbaines, les sermons, les stratégies familiales et les représentations de ce qui protège réellement le corps et l'honneur d'une femme adulte dans un empire habitué à prier, mutiler et codifier à la fois. La décision du tribunal, qui était une question de vie, de propriété et d'atelier pour les parties concernées, devient rapidement un sujet de bruit supplémentaire pour la ville. Quelques semaines après le verdict, les conversations dans les quartiers se tournent vers une nouvelle taxe, des rumeurs d'incursion des voisins, un nouveau changement dans la politique de l'Église. Mais les formulations elles-mêmes restent dans les archives. Et la logique de cette décision commence lentement à s'infiltrer dans la pratique. Les scribes qui recopient le procès-verbal conservent les phrases sur le lien entre la dénonciation et le litige patrimonial, sur l'insuffisance des rumeurs pour priver quelqu'un de sa dot, sur la gravité de la calomnie dans les affaires matrimoniales. Pour eux, ce n'est pas simplement un texte, mais un modèle auquel ils pourront se référer lorsqu'un autre artisan ou voisin tentera de s'en prendre à leur maison par le biais d'un langage moral. Dans le milieu des notaires et des tabelliens, cette décision devient un soutien discret. Ils avaient déjà l'habitude de considérer le mariage comme un contrat, mais ils disposent désormais d'un document confirmant que le tribunal est capable de se ranger du côté du contrat contre la dénonciation. Lors de la rédaction de nouveaux actes de mariage, certains commencent à détailler un peu plus les clauses relatives à la protection de la dot, à qui peut initier la rupture et dans quelles conditions. Des clauses supplémentaires sur la nécessité de preuves convaincantes s'insinuent dans le texte. Les formulations restent sèches, mais derrière elles se cache la crainte de répéter le sort d'une femme dont on a tenté de détruire la vie en la dénonçant pour indécence. Les artisans des ateliers ont des opinions divergentes. Certains voient dans cet événement un avertissement. Tenter de résoudre des conflits patrimoniaux par des dénonciations morales est dangereux non seulement pour le destinataire, mais aussi pour le dénonciateur lui-même. D'autres continuent de penser que le tribunal ait simplement pris le parti du plus fort. Ils discutent de la mesure dans laquelle l'iconographe a commis une erreur en ne s'assurant pas un soutien plus sérieux, en ne préparant pas le terrain parmi les prêtres ou les mécènes influents. Pour eux, la principale leçon à tirer n'est pas que la calomnie est punissable, mais qu'une attaque contre la maison d'un fonctionnaire nécessite d'autres alliances. À ce niveau,
l'affaire devient une partie d'un manuel informel de survie. Jusqu'où peut-on aller dans la lutte contre ceux qui sont au-dessus de soi? Dans le cercle des fonctionnaires, l'histoire est utilisée différemment. Elle devient une occasion de rappeler une fois de plus à ses proches l'importance des contrats et la nécessité de consigner immédiatement tout accord important. Les hommes de cette classe sociale, discutant de ce qui s'est passé, se souviennent des articles de l'Éclogue, non pas sur les punitions pour adultère, mais sur les règles du mariage et de la dot. Pour eux, l'affaire de l'iconographe confirme que l'armure bureaucratique fonctionne si elle est mise en place à temps. Contrat de mariage, reçu correctement rempli, relations dans les chancelleries. Le mythe selon lequel, dans l'Empire, tout se décide uniquement par les rumeurs et les chuchotements dans les couloirs cède la place à une image plus sombre mais plus réaliste. Ce sont les papiers, les signatures et l'accès à ceux qui savent lire ces papiers qui décident. Dans le milieu ecclésiastique, cette affaire engendre une autre couche d'ambiguïté. Certains prédicateurs l'utilisent comme un sujet pour parler du mal des ragots et de la gravité de la calomnie. Ils disent à leur ouaille qu'une dénonciation injustifiée peut détruire non seulement la vie de l'accusé, mais aussi l'âme du dénonciateur lui-même, entraîner une amende, la honte et, dans les cas extrêmes, des châtiments corporels. Ce faisant, ils passent sous silence la prodigalité et la cruauté des fonctionnaires impliqués dans l'affaire. D'autres, au contraire, voient dans cet événement la confirmation que le pouvoir séculier protège trop volontiers ses propres maisons et se montre trop réticent à examiner les accusations morales au sein de son propre cercle. Les uns et les autres utilisent la même histoire, l'adaptant à des schémas déjà prêts. En ce sens, le mythe d'une cour dissolue continue de vivre, mais se heurte à un document où la débauche n'a jamais pu être prouvée et où la calomnie a été nommée et punie. Après le procès, la vie de la femme elle-même ne se transforme pas en une existence tranquille derrière de hauts murs. Elle doit s'intégrer dans une nouvelle réalité où son nom est à jamais lié à l'affaire. Lors des fêtes, des réceptions, des visites au temple, elle continue de sentir des regards mêlés de curiosité et de méfiance. Pour une partie de son entourage, le simple fait que son honneur ait fait l'objet d'un procès est déjà une tâche, même si le tribunal n'a pas trouvé de preuve de crime. Mais c'est précisément le fait qu'elle ait conservé sa dot et que le mariage ait été reconnu comme valide, qui lui donne les moyens de continuer à jouer le rôle qui lui a été attribué. Elle reste l'épouse d'un fonctionnaire, une femme qui possède des biens et des relations, et non une personne réduite à la misère, vivant de la charité d'un monastère. L'iconographe, qui a été à l'origine de l'affaire, se fond peu à peu dans la foule urbaine. L'amende et la perte de ses droits rendent sa situation précaire. Il perd peut-être son atelier
ou est contraint de le réduire, de déménager dans un quartier moins prestigieux. Certains clients renoncent à ces services, craignant qu'un homme déjà inscrit au registre judiciaire comme calomniateur ne leur cause plus de problèmes que d'avantages. Pour une partie de la société, il devient l'exemple même de la façon dont une tentative de s'en prendre aux puissants sous le couvert de la moralité se retourne contre le dénonciateur lui-même. Pour d'autres, il est une nouvelle preuve de la cruauté d'un système qui ne supporte pas que l'on tente de mettre en évidence ses travers. Dans les bureaux de l'Empire, on continue entre-temps à réécrire l'éclogue, en y ajoutant de nouvelles interprétations et en la rattachant à d'autres textes juridiques. Le recueil, créé sous un empereur, lui survit, s'imprègne de nouvelles réalités et est utilisé aussi bien en période de relative stabilité qu'en temps de crise. Dans chaque génération, il y a ceux qui y voient avant tout un instrument de punition et de mutilation, et ceux qui y voient des articles protégeant le contrat de mariage, la dot, le droit de demander le divorce en cas de violation extrême. L'histoire de la maison du fonctionnaire et de la plainte de l'iconographe s'inscrit dans cette longue série, sans faire de bruit, sans faire la une des journaux. Mais sa logique demeure. Là où les rumeurs tentent de détruire le mariage, la loi se range parfois non pas du côté des accusations retentissantes, mais du côté d'un contrat sec. Pour l'historien qui, après des siècles ou un millénaire, ouvre les archives et trouve de telles affaires, un tel conflit est particulièrement révélateur. D'un côté, il y a les récits tardifs sur la cour byzantine comme un lieu de débauche permanente où les femmes seraient privées de toute protection et où leur corps ne serait qu'une décoration pour les banquets et les couloirs du palais. De l'autre, des décisions judiciaires où ces mêmes femmes apparaissent comme détentrices de droits patrimoniaux, parties à des contrats, sujets dont le statut conditionne les alliances entre les familles et la stabilité des maisons officielles. Le corps ne disparaît pas dans ces documents, mais il est encadré par des formules, des sceaux et des signatures. Il ne faut toutefois pas idéaliser le système. Le même empire qui, dans un cas, protège une femme contre la calomnie, aveugle facilement ses rivaux, fait entrer de force dans les ordres religieux des personnes politiquement gênantes, exile des familles entières dans des forteresses éloignées. Les mêmes mains qui apposent leur sceau sur la décision de conserver la dot signent les ordres de confiscation des terres, d'exécution pour rébellion, de destruction des icônes dans les monastères. La loi n'abolit pas la violence, elle coexiste avec elle, parfois en atténuant le choc, parfois en la légalisant. C'est là que réside le sombre réalisme de la vie quotidienne byzantine. La protection d'une seule femme dans un conflit matrimonial ne rend pas l'empire juste, mais montre que même dans un système rigide, il existe des couloirs étroits où le texte peut s'opposer au cri. Pour les habitants de Constantinople, le souvenir de ces affaires
n'est pas consigné dans de volumineux codes, mais dans de brèves formulations. Certains disent qu'il faut désormais utiliser avec plus de prudence le mot indécence dans les plaintes, car le tribunal peut le retourner contre le plaignant lui-même. D'autres rappellent à leurs filles et nièces qu'elles doivent non seulement surveiller leur comportement, mais aussi veiller à ce que le contrat soit rédigé de manière aussi précise que possible. Pour les uns, la conclusion principale est que ce n'est pas une image pieuse qui offre une véritable protection, mais une dot correctement constituée. Pour les autres, sans relation dans la bureaucratie, tout document n'est qu'un simple bout de papier. Dans ce réseau de conclusions et de récits se forme ce que l'on pourrait appeler la confession d'une époque. Elle ne s'exprime pas à la première personne, mais à travers une combinaison de mythes et de documents. Le mythe affirme que la cour byzantine est un lieu de débauche où le destin des femmes dépend des caprices et des chuchotements. Le document répond par une référence à l'article églogue, au contrat de mariage, à la décision du tribunal, où la calomnie a reçu son nom et son prix. Entre eux subsiste un espace où vivent des personnes réelles. Un fonctionnaire, un iconographe, une femme avec une dot, un juge aux yeux fatigués. Chacun d'entre eux fait un choix. Porter plainte, ne pas reculer, invoquer la loi, risquer ses relations. C'est de la somme de ces choix que naît le résultat. En fin de compte, ce sont les décisions humaines qui déterminent l'issue de cette affaire. L'iconographe décide de transformer le conflit patrimonial en dénonciation morale et en paie le prix. Les proches de la femme décident de ne pas attendre silencieusement la clémence, mais de présenter le contrat et d'exiger l'application d'articles spécifiques. Le juge décide de considérer cette affaire non pas comme un prétexte pour punir de manière exemplaire une maison débauchée, mais comme un manuel sur l'abus de calomnie. L'Empire, habitué à mutiler les corps pour rébellion et hérésie, ne mutile cette fois-ci que la réputation du dénonciateur et laisse intact le bouclier patrimonial de la femme. Ainsi, son histoire s'enrichit d'une nouvelle mention discrète indiquant que la chair et le droit pouvaient diverger à Byzance. Les rumeurs et les accusations circulaient autour des maisons, mais elles ne parvenaient pas toujours à percer le texte sec et lourd du contrat, rédigé sous le regard de la loi impériale.